Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de films d'actualité, non, je suis là pour vous parler de mes séries préférées. Alors on va faire un top 10 qui va peut-être devenir un top 20, je vais faire des variations, je vais venir d'une série à une autre, je vais essayer d'être assez concis et assez clair avec chacune d'entre elles pour aller assez vite, mais bien évidemment en fin de vidéo vous pourrez me faire part, vous, de votre top de vos séries préférées. Donc ici, on va parler de choses qui sont beaucoup plus personnelles. Je vais vous parler de Monster Calls quelques minutes après minuit, qui était un de mes films préférés sur la vidéo d'avant. Il est ici question de mon top 10 et de quelques séries qui vont arriver par la suite. Donc voilà, c'est parti, on en parle tout de suite. Si je dois vous parler de mes séries préférées, bien évidemment que je passerai par la sitcom. Et je vais vous parler de Friends et de How I Met Your Mother. Friends qui est sorti en 1994 et qui s'est arrêté en 2004. Et puis nous avons How I Met Your Mother qui a commencé en 2005 pour se terminer en 2014. Et c'est vrai que moi j'ai commencé avec How I Met Your Mother. Ça a bercé mes années lycée. C'était des personnages auxquels on s'attachait très vite. C'était une sitcom avec des personnages, comme je vous dis, très attachants. Et on suivait leur quotidien. On suivait avec bonheur leurs amitiés, leurs ruptures, leurs ivresses, leurs folies. Et c'est vrai qu'on aimait profondément ces personnages. Alors, je n'avais pas commencé avec Friends. J'ai rattrapé Friends en terminant How I Met Your Mother. Et c'est là que je me suis rendu compte que Friends était vraiment une série exceptionnelle, une sitcom qui avait marqué son temps. Et c'est pour ça que je voulais absolument la regarder. Petit hommage au personnage de Chandler, rien que pour l'acteur qui est mort, Matthew Perry. Mais c'était aussi mon personnage préféré de cette série. Je le trouve remarquable et pour moi c'est le plus drôle de cette série. Donc voilà, on le salue d'où il est. Mais voilà, How I Met Your Mother, c'est une série qui m'a fait énormément de bien dans une période où je suis passé du plus grand bonheur au plus grand désespoir. Donc elle m'a accompagné sur beaucoup de périodes et cette série, elle a été vraiment quelque chose qui m'a porté, qui m'a bercé, qui m'a amusé. On lâchait prise avec ces personnages, notamment le personnage de Bernie. Moi, je me retrouvais beaucoup dans le personnage de Ted avec ses maladresses. Et je dois dire que si j'ai aimé cette série, je me rends bien compte que les dernières saisons ont tiré sur la corde de tout ce qu'il y avait de mieux dans cette série. Il y avait des interventions, des choses qui étaient amenées dans la série qu'ils ont ramenées au fur et à mesure, mais pour les tirer et dans le mauvais sens. Et ils ont fait de mauvais choix par la suite. Même si j'aime beaucoup le final, je dois dire que la dernière saison fait beaucoup d'erreurs en s'attardant sur le mariage, etc., etc. Vous m'aurez compris, même si c'est une série que j'aime particulièrement, je ne peux pas dire que How I Met Your Mother ce soit parfait d'un bout à bout. Non. Alors que Friends, j'avoue que j'ai plus de facilité à dire que il y avait presque que de la perfection dans cette série. Donc voilà, j'aime beaucoup les sitcoms et on a tendance à dire qu'un univers comique ne peut pas faire partie d'un top. Bon bah moi je vous avoue que j'ai eu du mal à le situer, mais oui, réellement en sitcom, How I Met Your Mother ou Friends auront marqué l'histoire et je pense qu'ils auront aussi marqué mon cœur, ça c'est une évidence. Ensuite, je pourrais vous parler de True Detective. True Detective, c'est une série qui est sortie en 2014 et qui est encore actuellement en train d'être tournée, c'est-à-dire qu'on était sur la saison 4 là cette année, mais en 2014 nous avions la série, la première saison de cette série, et nous avions un polar, littéralement un polar, un thriller avec deux personnages névrosés. C'était une ambiance poisseuse avec des personnages totalement délirants, remplis d'ivresse, et je dois dire que l'intrigue était très 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 glauque et on prenait plaisir à les suivre. Par la suite, on a eu une saison 2 qui a tenté de faire autre chose, d'amener le récit ailleurs, avec plus de personnages, plus d'intrigues, plus de thématiques, et en fait, ça n'a pas plu du tout. Ça n'a pas plu du tout aux gens qui ont dit, bon bah voilà, on veut retrouver la formule de la première saison. C'est dommage parce que le parti pris de la saison 2, il y a énormément de bonnes choses. Je comprends qu'on ait attaqué la série, mais en fait, il y avait énormément d'envie, énormément d'excès, et on aurait dû essayer d'aller au-delà par la suite. Et en fait, ils ont repris juste la formule qui avait marché, deux détectives qui font une enquête. Alors que là, on avait quatre personnages, une addict au sexe, l'autre
qui ne voyait plus son enfant, etc., et qui était troublé, avec un Colin Farrell extraordinaire. On avait une multitude de personnages qui étaient dans ce récit, et cette saison 2, c'était pour moi ce qui faisait le meilleur de True Detective. Les partis pris pour moi étaient essentiels et ont marché. Et on a voulu reprendre l'excellence de la première saison, et on essaie maintenant de le calquer sur toutes les autres, ce qui est dommage parce que ça n'a plus vraiment d'âme par la suite. Mais moi, le parti pris osé, même s'il y a des tentatives qui ne marchent pas dans cette saison 2, c'est tout ce que j'aimais moi. Donc à partir de là, maintenant, je vais vous parler de la série Je regarde mes fiches, Mindhunter, la série Mindhunter de David Fincher, excusez-moi. David Fincher, c'est Zodiac, c'est The Social Network, c'est aussi Monk, ou encore un film comme Gone Girl que je peux vous citer, ou là tout de suite je ne l'ai pas en tête, évidemment Seven, c'est son classique, c'est son chef-d'œuvre. Donc voilà, The Mindhunter, c'était une série qui est sortie en 2017 jusqu'en 2019. Il y a 2 saisons de cette série qui visiblement a beaucoup de peine à pouvoir avoir une saison 3 parce que c'est une série qui coûte cher et elle n'a pas fait assez de chiffres, assez de spectateurs. Donc visiblement ce serait la fin, mais c'était une série qui s'intéressait aux tueurs en série, parce qu'avant qu'on donne un nom à ces tueurs, eh bien il y avait plein de meurtres qui se faisaient, et puis un jour on a réfléchi en se disant mais s'il y a un meurtre qui ressemble à un autre, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir s'il y a une cohérence, s'il y a quelque chose qui mène à un individu particulier qui ferait des crimes qui se ressemblent. Bon voilà, de là on est venu à en parler, à les appeler des tueurs en série, et il y a des hommes qui étaient là du FBI, qui étaient spécifiquement là pour faire des recherches sur eux. Et on enquête, on va dans des prisons où on va parler avec des tueurs en série, etc. Et quand vous voyez la gueule qu'avaient ces vrais tueurs et les acteurs qui ont été trouvés, c'est assez troublant parce que la série est parfaite. Bon, on connaît le travail de Fincher, c'est impeccable au niveau de l'image et de la réalisation, et en termes d'acteurs, c'est de la maestria. Donc vraiment, les 2 saisons sont très bonnes. Les 2 saisons changent un petit peu dans le ton et dans ce que ça raconte, mais c'est très intéressant et je vous invite à regarder Mindhunter qui est sur Netflix. Maintenant, on parle d'une série FX qui s'appelle Légion de Noah Hawley, et c'est sorti entre 2017 et 2020. C'est le même auteur que celui qui fait la série Fargo pour Netflix, et moi je trouve que c'est vraiment du très très haut niveau. Légion, ça nous raconte l'histoire du fils de Charles Xavier dans les X-Men qui est interné en hôpital psychiatrique pour être soigné. Et on va voir ses névroses, on va rentrer dans son univers. Chaque épisode est totalement différent. On a des épisodes qui vont être en noir et blanc horreur. On va avoir des épisodes qui vont rapper, mais ça va être un rap du début à la fin sur un personnage qui se prend pour le grand méchant loup. C'est terrorisant par moments, les images qu'on nous amène. Les personnages sont passionnants. On est toujours surpris par là où ça nous emmène. Et voilà, vous allez rentrer dans un univers qui n'a pas beaucoup d'argent. Clairement, la série le montre, elle a des limites, mais elle fourmille d'idées pour que vous puissiez passer un bon moment et vous passez un excellent moment devant. Je vous ai dit, chaque épisode est différent et vous emmène ailleurs. Donc foncez sur une série qui est loin d'être banale et qui vaut son pesant d'or. Je vais vous parler d'une de mes toutes premières séries coup de cœur de mon enfance. Je vous parle de Lost. Lost, je regarde mes fiches. Lost, c'est sorti de 2004 à 2010. Et Lost, moi j'avais 11 ans quand la série est sortie. Alors il y avait ceux qui étaient Team Prison Break et ceux qui étaient Team Lost. Bien que je crois que Lost est sorti bien avant et Prison Break est arrivé après. Mais bon, il y avait quand même des fanatiques de Lost et des fanatiques de Prison Break. Moi, j'étais plutôt le fanatique de Lost. Et c'est vrai que j'ai été bercé par ces personnages. Et à l'époque, alors c'est Damon Lindelof et J.J. Abrams qui ont repris cette série. Damon Lindelof, il a fait un excellent travail sur des séries qui vont être dans le top, dans le haut panier. Et J.J. Abrams, c'est quelqu'un qui a repris des œuvres comme la saga Star Wars par Disney, les films. Donc qui a fait l'épisode 7 et l'épisode 9. C'est un mec qui à chaque fois reprend des franchises et arrive à leur apporter un rafraîchissement. Il a fait la même chose avec Star Trek par exemple. Mais pour moi, ces auteurs sont des auteurs de confiance. Alors quand je les sais comme showrunner ou créateur
ou scénariste, je suis plutôt rassuré de l'avenir de ce projet. Lost, c'était vraiment une série qui nous emmenait dans une jungle où tout était possible, avec des personnages les plus intrigants les uns que les autres, les plus mystérieux, dangereux. On était toujours en tension avec eux, mais on avait un personnage, moi, qui me fascinait et qui était pour moi le meilleur personnage de cette série. C'était le personnage de Locke qui, dans la vie réelle, dans sa vie de tous les jours, était handicapé, était en fauteuil roulant, et quand il arrive sur l'île, il retrouve ses jambes et on a l'impression qu'il connaît la jungle comme sa poche. Et donc ça va être un personnage dont on va se méfier du début à la fin, et puis on va découvrir un bunker, qu'il y a d'autres habitants qui sont là, qu'il y a un monstre aussi qui est présent, et toute cette série va fourmiller d'idées. Alors de base, ils avaient envie de faire une série assez courte, qui allait durer jusqu'à une saison 5, mais ils avaient des idées bien précises. Et à l'époque, quand on faisait une série, on ne cherchait pas la qualité avant tout. On cherchait à étirer le plus possible le récit pour que les spectateurs soient présents. Qu'il y ait une cohérence ou pas, ça, on devait se débrouiller. Mais du coup, ça a forcé les showrunners, les scénaristes, à écrire de nouvelles intrigues, de nouveaux mystères et à s'y perdre. Et à des moments, c'est vrai que la série nous embarquait dans des choses où à chaque fois on n'était pas prêt. Mais parce qu'à l'époque, le but n'était pas de faire la meilleure série possible, que ce soit une saison, 2, 3, 4. Non, il fallait aller jusqu'à une saison 10, il fallait toujours aller plus loin. Fallait jamais que la série ne s'arrête. C'était le but de base. Et les showrunners, les scénaristes, ils sont perdus. Damon Lindelof l'a avoué. L'envie des producteurs à la base n'était pas la bonne. Et on aurait fait Lost aujourd'hui, ce serait totalement différent, si vous voulez. Mais Lost, c'est la série qui m'a bercé, qui a bercé ma jeunesse. Donc j'ai une tendresse réellement pour cette série et qui s'est terminée pour moi de manière juste absolument géniale. Je vais vous parler de The Young Pope, une série qui va nous parler d'un pape dans un univers qui est totalement poétique et onirique, d'une beauté absolue. Et c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'on a affaire à un pape qui est aussi odieux qu'il est humainement passionnant, bon. Et c'est un homme qui va être fragile. Et comme il a perdu ses parents étant jeune, eh bien, il veut aussi créer une perte chez ses fidèles. Et donc, il ne veut être vu de personne. C'est un pape qui veut devenir divin. Donc, quand il fait ses discours, il va être dans le noir. Il ne veut pas que des images sortent de lui. Il veut être à l'image du Christ. Et il va revisiter l'Église comme on ne l'a jamais vu. Il va être dans la pure tradition des papes qui lui ont précédé. Il va être encore plus dur parce qu'il est contre l'avortement, il est contre certaines choses. Ses fidèles vont peu à peu se méfier de lui, mais c'est un pape qui est juste intriguant, qui est émouvant, qui est fascinant et qui a un charisme de fou. Jude Law le porte avec énormément de sournoiserie. Il se fait plaisir avec ce personnage, ça se voit. Mais voilà, il y a des moments totalement fascinants. Je pense à la première homélie face à la foule. Je pense au discours face aux cardinaux dans la chapelle Sixtine. Je pense aussi à son discours en Afrique et l'apparition d'un kangourou dans les jardins du pape. Bon bah voilà, c'est des choses qui sont absolument fascinantes et ce pape est obsédé par le Coca-Cola. Voilà, il y a des trahisons à ce qu'est cet univers de base et moi je trouve que le tout est absolument fascinant et sa suite The New Pope avec un John Malkovich qui est un pape beaucoup plus névrosé, beaucoup plus tendre mais qui a peur de lui-même, qui est en proie au doute, et ben c'est encore une série juste fascinante et ici la foi est remise en question. Et c'est absolument fascinant. C'est d'une beauté sans nom. Paolo Sorrentino est un auteur qui est juste délicieux. Et ici, The Young Pope et The New Pope, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux. Parlons de Dark. Alors Dark, c'est une série qui est très compliquée à suivre, qui perdra beaucoup de spectateurs. C'est une série Netflix qui a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie, hein, parce que c'était une série très mystérieuse, très sombre, une série allemande. Et on peut dire que les Allemands savent... Allemand-suédois, il me semble que c'est. Hein. Et ces auteurs-là sont absolument géniaux. Et le récit qu'ils ont fait... vraiment, faut s'y retrouver, faut être prêt à rester très concentré avec le récit parce que le passé va influer le futur va influer
également le passé, et on va être sur une enquête d'enfants, de disparition d'enfants, et tout ça va s'entremêler. Il y a une citation d'Einstein qui est reprise dans la série, qui est « La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion tenace ». Et tout ça va être repris avec cette série. Moi, je trouve qu'elle est portée avec brio. On passe de l'ombre à la lumière, donc dark, le sombre, mais vraiment le sombre et la lumière apparaît à la fin. Et je trouve qu'il y a une magie qui s'opère. Et moi, j'ai été fasciné, même si j'étais des fois perdu, que j'ai dû aller sur Internet pour comprendre ce qu'on avait essayé de me raconter, pourquoi ces éléments arrivaient à certains moments, etc. Même si je suivais à des moments, j'étais totalement laissé de côté, mais ce n'est pas pour autant que l'univers, l'ambiance et tout ce qu'on m'amenait ne me fascinait pas. Donc j'ai vraiment été captivé par une série qui a été portée par de grands auteurs. Ils ont essayé ensuite de faire 1899 qui se passait sur un bateau avec des mystères qui s'y trouvaient, etc. Également une histoire de temps. Et en fait la série n'a pas pris, n'a pas marché. Et les créateurs ont fait face à leur premier échec. Je suis désolé pour eux parce que je suis sûr que ça aurait pu être passionnant. Mais voilà, c'était aussi sur Netflix. Mais Dark, pour moi, c'était un grand oui. Et c'est une grande série. Je pense à la musique, je pense à tout ce qui était amené, la réalisation, etc. Tout ça était sublime, c'était hyper bien maîtrisé. Et vraiment, juste le récit était complexe. Et il faut vraiment s'accrocher. Mais pour le reste, si vous aimez les univers d'enquête et de mystère, vous allez en prendre plein les yeux. Dark, c'était du très bon. Years and Years. Alors, ce qui est très intéressant avec cette série, c'est qu'elle nous confronte à la montée des extrêmes et du populisme. Même dans les démocraties les plus solides, on voit que tout se casse la gueule. Et là, on va suivre une famille anglaise et on voit la montée des extrêmes. On va avoir une femme d'extrême droite qui va monter au pouvoir et on va voir tout simplement l'écho que ça va faire sur plusieurs années sur cette famille. Comment les choses vont se ressentir dans leur vie de tous les jours et on va les suivre et c'est très intéressant et c'est une série qui est vraiment passionnante, qui est une série qui n'a qu'une seule saison et qui ne souhaite pas en faire plus. Donc voilà, vous n'avez pas beaucoup d'épisodes, mais ce qu'on vous raconte est extrêmement bien amené, extrêmement touchant et extrêmement angoissant. Parmi les œuvres que je dois saluer chez Netflix, il faut quand même qu'on parle de The Clone, qui avait déjà un générique qui était composé, la musique était faite par Hans Zimmer, et si on voit son générique, déjà on est happé par les images, on est happé par la musique, mais ensuite ce qui nous a été proposé sur la vie de la reine d'Angleterre, sur Elisabeth, c'était juste du caviar, parce qu'en termes de réalisation, de décor, d'acteurs, on avait tout, une maîtrise qui était amenée et on se plaisait avec ces personnages. On a compris ce qu'était la monarchie, on a compris ce qu'elle avait dû endurer, puisqu'on voit que certes ils ont une vie aisée, mais ils ne sont pas libres de leur vie, jamais, et ils doivent toujours garder une image, une posture, et ce qui fait que la reine d'Angleterre n'a jamais réellement vécu ce qu'elle aurait voulu certainement vivre, et ça nous détruit parce qu'on voit que ces personnages sont détruits à l'avance en naissant par cette monarchie qui leur met des bâtons dans les roues. Et c'est assez fascinant de voir le parcours de cette femme, de montrer comment la série nous propose tout cela, c'est-à-dire que les 2 premières saisons sont avec Claire Foy et Matt Smith, ensuite on est avec une autre actrice qui va jouer la reine d'Angleterre qui est Olivia Colman, qui est impériale, entre la jeune Claire Foy qui était une reine qui devait faire ses preuves et Olivia Colman. On a une Olivia Colman dans la saison 3 et 4 qui là est une reine, mais une reine qui maîtrise son sujet et qui est forte et qui est impériale et qui est dure. Alors pas toujours, mais on nous montre quand même une femme qui a pris conséquence de ce qu'elle doit être et qu'il l'est devenue tout simplement. Et ensuite on nous montre une reine d'Angleterre plus fragilisée à la fin de sa vie, jouée par l'actrice qui joue dans Harry Potter le 5e épisode l'Ordre du Phénix et qui était Ombrage. Et là c'est Imelda Staunton qui le joue et elle est
évidemment délicieuse, mais tous les acteurs choisis sont très bons. Et comment la série se termine, c'était vraiment parfait. Moi, je trouve que c'était vraiment la très bonne série à faire. Netflix a très bien joué son jeu en faisant cette série. Et vraiment, il n'y avait rien à redire. Cette série, c'était vraiment du petit miracle du début à la fin. Donc, on peut quand même saluer ça. Et je défonce assez souvent Netflix. Quand il y a de bonnes choses qui arrivent, il faut quand même que je le reconnaisse. Et si je devais être très honnête, il y a quelques séries qui auraient pu venir aussi dans ce top. J'aurais pu vous parler de WandaVision qui, moi, m'a mis une jolie claque parce qu'il y avait une idée de revenir sur les sitcoms et sur le début de la télé depuis les années 50 et chaque épisode avance avec son temps et c'est très intéressant d'avoir amené cette série comme ça. Je sais qu'elle a déplu, mais moi je trouve que c'est une très bonne série. Je pourrais vous parler du Bureau des légendes, j'aurais pu parler d'Arcane et j'aurais aussi très bien pu parler de Shogun ou encore de Loki qui ont fait du très très bon travail. Et vous voyez, je ne défonce pas Marvel tout le temps, quand c'est mérité, et ben je salue leur travail. Et WandaVision, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. C'est ceux qui vont s'atteler aux 4 Fantastiques, c'est ça? Les 4 Fantastiques, ouais, j'ai oublié leur nom. Donc les 4 Fantastiques, c'est réalisé par cet homme. Donc ça me donne de l'espoir, même si j'ai un peu peur qu'on retombe dans tout ce que Marvel fait depuis le début. Mais bon, il y a de l'espoir parce que le réalisateur est bon. Ce sera la seule série que je vais vous citer qui n'est pas terminée. Severance. Severance, une série qui est écrite par Ben Stiller, qui est réalisée aussi par lui. Ben Stiller, c'est celui qui a fait Tropique sous les tonnerres. Ben Stiller, il a aussi fait un film comme La vie rêvée de Walter Mitty. Et il a aussi écrit des choses, il était aussi acteur dans des films comme le film Mon beau-père et moi et toutes les suites qui ont été faites. Mais voilà, c'est ce genre d'homme qui est à la base de ce qui est Severance. Et Severance va nous parler de dissocier. Donc il y a des personnes qui vont faire une chirurgie, une opération pour pouvoir dissocier les moments où ils sont au travail des moments où ils sont dans leur vie réelle, dans leur quotidien. Donc ils ne se rappelleront jamais ce qu'ils font au travail, ils ne se rappelleront jamais de ce qu'ils sont dans le quotidien. Les deux seront totalement dissociés. Et ces dissociés, ces protagonistes dissociés vont apprendre de terribles choses sur leur existence et aussi sur les desseins de l'entreprise qui les exploite, qui les prive de la moitié de leur existence. Et ça va être passionnant parce que c'est aussi drôle que burlesque, que dramatique, on passe dans l'horreur, le fantastique, on passe par toutes les phases et pour moi c'est une des meilleures séries qui existent. J'aurais pu la mettre dans le top 1, mais c'est qu'il y a déjà du très très lourd en top 1, mais ça a été la série qui m'a foutu une claque absolue l'année dernière. Il y a des acteurs qui sont juste fabuleux, on se retrouve dans un bureau, dans un local où ces employés travaillent, on se demande toujours ce qu'ils font et ils jouent avec un petit bouton sur leur clavier, on a l'impression qu'ils jouent à un vieux jeu comme Snake sur leurs écrans et on leur dit que leur travail est essentiel, important, etc. On se moque d'eux et on se moque de nous et donc on veut savoir ce qu'il y a derrière, qui est, qu'est-ce que tout cela, pourquoi tout cela, qu'est-ce que ça amène, pourquoi ils sont dans ce bureau. On sait qu'on se joue de nous et donc on veut creuser et ils se jouent avec notre impatience et tout ça est brillamment amené. Tous les acteurs sont somptueux. Moi, ça a été une série qui m'a vraiment porté pendant toute mon année 2023 parce que je l'ai découvert un peu après sa sortie. Et pour moi, c'est un régal. Et la saison 2 arrive et je peux vous assurer que c'est une des choses qui m'excite le plus cette année. Là, on rentre réellement dans le dur de ce qui est pour moi les 2 meilleures séries qui existent à l'heure actuelle. Alors évidemment, je ne vous parle pas des inestimables, des chefs-d'œuvre comme Breaking Bad, Les Sopranos, The Wire. J'évite d'en oublier, je regarde tout de suite, je me les étais notés. Twin Peaks ou encore Game of Thrones et House of the Dragon qui est en ce moment sorti. Mais bon, ça on attendra d'avoir une finalité pour en parler, mais c'est vraiment la crème de la crème. Donc tout ça on n'en parle pas, j'essaie de vous parler de séries un peu moins vues et voilà, de vous intriguer là-dessus. Peut-être que vous irez les voir par la suite et c'est tout ce que je souhaite moi. Donc voilà, là on va parler donc des 2 meilleures séries pour moi qui existent et il y aura une série qui sera en top 1 à ex-aequo avec une autre, mais c'est que je peux pas la mettre ailleurs. Là, je vais vous parler de 2 travaux qui ont été faits par Damon Lindelof. Damon Lindelof, je vous en ai déjà parlé dans ce top. C'est celui qui avait écrit Lost.
Et Damon Lindelof, il a fait les 2 premières séries de ce top pour moi. Donc réellement, j'aime le type, je le trouve formidable. Et il a fait une série qui s'intitule Watchmen, qui se trouve en 2e position pour moi. Et The Leftovers, qui est pour moi ma préférée de toutes à l'heure actuelle. Donc avec Watchmen, on avait déjà eu un film Watchmen de Zack Snyder qui était revenu sur le comics et qui avait adapté de la manière la plus brute le comics, même s'il il diverse un petit peu sur sa fin. Mais il avait fait un truc très fidèle par rapport aux comics. Ici, Damon Lindelof, il veut voir plus loin, il veut mettre la série dans notre actualité. Cette série Watchmen fait écho à l'Amérique d'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est une Amérique fracturée qui nous est montrée. On retrouve l'ambiance qui était amenée dans les comics de Alan Moore, l'anarchie et le désordre. Tout cela est hyper bien retranscrit par Damon Lindelof. Et puis on a des suprémacistes blancs qui vont reprendre le masque de Rorschach pour l'amener à leurs propres interprétations. Ce n'est pas du tout ce qu'était Rorschach de base, mais ils vont le réinterpréter. Voilà, c'est comme toute idéologie, les paroles de Dieu, par exemple, que des fanatiques vont reprendre pour leur but. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Et on va avoir ici des fanatistes blancs qui vont tirer à vue sur des policiers, et qui vont même aller les chercher jusqu'à chez eux, etc. Donc les Noirs doivent aussi se cacher parce qu'ils sont attaqués bien évidemment par ces suprémacistes blancs, mais il y a aussi les policiers qui sont attaqués, qui sont obligés de se masquer pour leur survie. Ils doivent protéger leur identité parce qu'ils sont les cibles premières de ces individus. Donc c'est une série qui va être très intéressante. Là aussi, il y a beaucoup d'onérisme, beaucoup de mystère, mais la série est juste passionnante. C'est un puzzle et chaque épisode va vous amener des réponses à ce que vous aviez vu précédemment. L'action va être brillante, on va avoir de longs plans séquences qui vont vraiment nous donner l'impression qu'on plonge dans l'univers qu'Alan Moore a créé avec ses images, on a l'impression vraiment de les revivre, on a même l'impression que, personnellement, que moi qui ai lu le comics d'Alan Moore, qu'il va plus loin, qu'il a compris, qu'il a tellement bien compris ce qu'Alan Moore avait raconté qu'il peut se permettre de l'étendre à de nos jours. Et pour moi, son récit, c'est brillant ce qu'il a fait, et une saison, c'est très bien. Je pense pas qu'on pourra faire mieux, mais c'est vrai qu'on a des Regina Hall qui joue le personnage principal qui est cette policière, et elle est juste des sœurs de la nuit, il me semble qu'elle s'appelle. Mais voilà, tous ces policiers sont juste délicieux, tous les personnages sont brillamment amenés, la musique est parfaite, Jeremy Irons en Ozymandias, ça amène des moments qui sont lunaires, mais qui sont d'une autre stratosphère, je vous assure, mais c'est d'une beauté sans nom. Et l'épisode 6 qui revient sur le traumatisme d'un personnage qui va avoir un masque de miroir, il est juste délirant. Mais tout est parfaitement bien exécuté et c'est réfléchi de la première à la dernière seconde. Donc allez voir cette série qui est juste divine. The Leftovers, la série dans mon top 1, est une série qui va parler du deuil, mais qui va le faire sans concession. C'est une série qui va parler du deuil sur l'ensemble de la planète, puisqu'il va y avoir 3% de la population qui vont disparaître le même jour, au même moment. Donc voilà, c'est comme ça. Ça va nous montrer la fragilité des dépossédés, c'est-à-dire que tous ceux qui ont perdu des êtres chers vont d'un coup soit vriller, vont être dans le déni, soit il y en a certains qui vont se mettre dans le mutisme, qui vont créer des sectes, qui vont devenir des fanatiques, parce qu'on va croire que c'est l'œuvre aussi de Dieu. Et tout le monde va rentrer dans une sorte de secte, va s'enfermer dans des jeux très dangereux, et on va suivre ça, on va suivre la foi. On va avoir, chaque saison, on va parler de différentes choses, mais la foi sera très présente dans toute la série, et on va la remettre en question. On va aussi parler de choses très intéressantes. On va avoir des personnages qui vont se confronter à Dieu, d'autres qui vont vouloir absolument retrouver les leurs, et d'autres qui vont vouloir mourir pour revivre. Donc voilà, c'est une série qui est très complexe, qui a une musique qui est absolument déchirante, mais vous pouvez aller au bout de cette série, vous ne ressortirez pas indemne. Et dans le top 1, au même niveau que cette série, une série de 2024 qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Replay.
R-I-P-L-E-Y. Une série qui est portée par le magnifique Andrew Scott. Et ici, on avait déjà eu un film sur ce personnage qui est le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon et Jude Law. Un film qui, il me semble, est sorti dans les années 90. Et c'était un petit fraudeur qui fait des arnaques à l'assurance, etc. qu'on suivait. Ici, on va reprendre le roman. On va l'intégrer à un univers en noir et blanc dans l'Italie des années 50 ou 60 et on va faire une enquête justement sur ce personnage. Parce que cet homme qui fait des petites fraudes à l'assurance va être appelé un jour par un monsieur pour que celui-ci retrouve son fils qu'il a connu et qui lui, tout simplement pour qu'il aille chercher ce fils et qu'il lui dise, bah écoute, rentre à la maison parce que le père en a marre de payer pour lui des sommes délirantes alors qu'il ne travaille pas et qu'il se la coule douce en Italie. Donc lui qui est en Amérique de base va partir en Italie pour retrouver cette personne. Il va être payé par cet homme et le but c'est que l'enfant revienne au pays. Sauf que finalement il va se dire que être payé à rien faire c'est peut-être pas mal. Donc il va le faire croire qu'il avance et qu'il essaie de convaincre cette personne de revenir, mais en fait pas du tout. Et plus le récit avance, plus il va mentir, plus il va aller dans des choses, il va plus loin petit à petit, et à un moment donné, il s'enferme dans quelque chose où il ne peut pas revenir. Et à partir de là, on est piégé avec le personnage, et on doit tout faire pour s'en sortir. Et en fait, va tourner une enquête autour de lui, et on va avoir un personnage qui va être à la fois fascinant, terrifiant, manipulateur, mesquin, adorable, mais c'est vrai qu'il nous fait beaucoup plus peur qu'on est qu'il n'est sympathique. Mais on a toujours envie de le voir se tirer d'affaire. Et l'enquêteur qui va le suivre, qui est un acteur italien, est juste fascinant. On va avoir des images qui sont sublimes. Tous les plans sont des plans qui sont littéralement des peintures. Moi, il n'y a aucun plan où je me suis dit c'est un plan de trop. C'était toujours brillant. C'était hyper bien amené, la mise en scène, tout était parfaitement construit et je me suis pris une claque comme jamais. C'est une série que j'aurais aimé réaliser. Réellement, il n'y a pas une fois où je n'ai pas été en tension, où je n'ai pas été pris avec le récit. Et pour moi, cette série, c'est du caviar. Donc la série Ripley, R-I-P-L-E-Y, qui est sur Netflix, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux parce que vraiment, la claque est absolue à tous les niveaux. Que ce soit l'ambiance, que ce soit les décors, on a vraiment l'impression de se retrouver dans cette Italie des années 50 ou 60, de vivre avec eux, et c'est un bonheur absolu de suivre ces personnages, et le final est juste dantesque, et on a envie de continuer. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait magnifique aussi. Donc voilà, si c'est la fin de cette série, c'est aussi la fin pour moi de cette vidéo, donc merci d'avoir été au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos séries préférées, de me faire part en commentaire de vos avis, si vous avez vu une des séries dont j'ai parlé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et on se retrouve bien évidemment très vite pour parler de d'autres films et séries à venir. Merci d'avoir été au bout. Vous pensez bien évidemment à vous abonner, à me faire part de votre soutien, à liker cette vidéo, bien évidemment à commenter. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve très vite.